littérature, love, etc. Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus si nombreux pour cette troisième journée du Festival Littérature Love, etc. On a eu en tout cas l'expérience et l'évidence des sentiments, des émotions, du désir, reconnu dans la lettre de Xerna des sorcières, mais aussi des bonnes sœurs ou des soubrettes qui se sont effeuillées tranquillement vendredi. On a tellement appris aussi de l'autre et de soi-même, avec des cheminements et des accompagnements par Gaël Bantoni, par Pierrick Bailly, par Pasolini, c'était que dit d'ailleurs, par Antoine Pell aussi, Natacha Henry. Aujourd'hui, on essaie d'aborder la thématique de l'émancipation, la force, la difficulté, la nécessité parfois de cette émancipation. Alors l'émancipation, c'est bien sûr c'est l'affranchissement des codes inculqués. Alors on voit ça souvent quand on s'occupe d'enfance, etc. L'émancipation, on imagine l'émancipation de l'adolescence aussi, on en a parlé hier un peu. Au 19e siècle, ça c'est assez marrant, dans l'histoire du mot émancipation, au 19e siècle c'était un mot du monde juridique. C'était un mot du monde juridique, pardon, pour une femme qui veut obtenir la liberté par rapport à l'autorité de son mari. Donc ça c'est assez intéressant et je pense qu'on va en reparler. Mais en tout cas on voit tout de suite que quand on parle d'émancipation, on parle forcément de liberté. Pour le coup, on parle également de couple. En tout cas, on parle de modèle. On va essayer d'aborder en tout cas toutes ces thématiques avec nos deux aides à l'émancipation, Julie Marot et Noémie Lefebvre. Et je pense qu'on va revenir aussi un peu sur la thématique de l'apprentissage qu'on a abordé hier, parce que forcément les deux sont liés. On l'a vu déjà un peu dans la lecture à laquelle vous avez pu assister en début de l'après-midi, qui était assez impressionnante, du livre de Noémie Lefebvre, L'état des sentiments à l'âge adulte. Et donc on parlera également du bleu est une couleur chaude de Julie Marot, principalement, mais aussi du reste. Alors on va commencer par Julie Marot, le bleu est une couleur chaude. Bonjour. Bonjour. Pourquoi Julie? Parce qu'en fait, si l'on regarde un peu l'évolution des âges, l'histoire de Clémentine se passe autour de la quinzaine, 15 ans, 15-16 ans, l'adolescence donc. Et donc en termes d'évolution, je trouvais que c'était plus intéressant de commencer effectivement par l'adolescence pour ensuite avancer dans le chemin de la vie. Alors le bleu est une couleur chaude, prix du public à Angoulême, Palme d'Or dans son adaptation cannoise. C'est l'histoire de Clémentine, c'est l'histoire aussi d'Emma, de leur rencontre, de leur histoire, de leur découverte et de leur apprentissage l'une à l'autre. Apprentissage avant tout de Clémentine, on voit le long parcours de l'adolescence, des désirs qui naissent. On n'est pas loin de certains textes qu'on a vus hier, notamment on n'est pas loin de La Claire de Gaël Bantoni, si vous étiez là, vous le verrez, ou alors même de Luc, le premier Luc du roman de Pierrick Bailly. En tout cas, on voit la naissance des envies, des désirs de l'adolescence. On voit les premiers baisers, le premier amour, qui pour le coup est autour d'un garçon, Thomas. D'un premier baiser avec Aude aussi. Donc ce chamboulement émotionnel de savoir un peu ce que l'on veut dans la vie, et cette révélation qui prend la couleur bleue qui est une sorte de fil directeur de l'après-midi, mais ça on en parlera. Donc Clémentine et son meilleur ami Valentin. Quelque part, on voit dans cette histoire de Clémentine à quel point elle doit s'apprendre. Et quelque part, c'est un peu ce parcours qu'on voit dans cette bande dessinée, dans ce roman graphique. C'était ça. Est-ce que c'est ça finalement le récit de cette Clémentine? C'est d'abord ce long apprentissage de soi-même. Oui, mais en fait, tu l'as très bien dit tout le long. Je ne suis pas sûre de ce que je peux rajouter. Oui, je pense que c'était important de raconter la manière dont elle se révélait à elle-même et aux autres, en tant qu'homosexuelle. Voilà, alors c'est effectivement, en tant qu'homosexuel en tout cas, c'est né d'un désir d'abord, de quelque chose qui se passe avec une fille aux cheveux bleus qu'elle croise dans la rue. C'est d'abord ce sentiment qu'elle essaie d'analyser, ou en tout cas
de ressentir. C'est un événement dans sa vie qui est important parce qu'en effet, ça lui renvoie ses propres désirs. Et avec toute la clé de la déconstruction que possède Valentin, il lui dit, donc son meilleur ami, il lui dit l'amour ne répond pas à la morale qu'on t'a apprise, tu gardes encore certains préjugés. Et finalement, ce qu'on voit à travers Clémentine, c'est tous les combats intérieurs. Oui. Ça part d'un constat, parce qu'au tout début de cette histoire, elle trouve que tout semblait à sa place, à un moment donné, quand elle vomit, et qu'elle se vide de toutes ces questions existentielles, etc. Elle se dit, finalement, tout est bien, tout se passe bien. Et puis elle recroise cette fille aux cheveux bleus pour la deuxième fois. Et là, c'est le bouleversement à nouveau. Finalement, c'est l'histoire d'une construction, d'une déconstruction surtout, déconstruction des différents codes, et notamment déconstruction des codes imposés, enfin en tout cas véhiculés par l'éducation parentale. Alors le rapport aux parents est extrêmement important dans cette bande dessinée, dans cette histoire. Oui, mais elle n'a pas d'éducation parentale concernant en effet son orientation ou l'amour de manière générale. En tout cas, moi je ne l'ai pas abordé dans le livre parce que c'était assez inexistant dans sa vie. Son rapport à sa mère, il est conflictuel, et à son père, il est quasiment inexistant. Il y a un attachement, mais ils ne sont pas fusionnels non plus. C'est un peu, bon, j'imagine que c'est un peu, moi je n'ai pas d'enfant, mais j'imagine qu'en tout cas, quand on est parent, c'est un peu la peur quand vos enfants ont l'âge de l'adolescence, etc. On voit les parents justement qui voient l'amour comme une menace. Enfin, en tout cas, la relation déjà avec Thomas, quand Thomas essaie de l'appeler plusieurs fois, etc., il y a une sorte de colère. Et alors quand les parents découvrent qu'une histoire naît avec une fille, là c'est vraiment l'explosion. Oui, après, des témoignages que j'ai eus d'homosexuels, il me semble que on peut difficilement anticiper, sauf si en effet les parents prennent déjà position. Après, voilà, là, aujourd'hui, on a eu le débat pour tous, hein, où les gens se sont aussi beaucoup lâchés, donc je pense qu'il y a des adolescents qui en effet en ont beaucoup bavé aujourd'hui, enfin cette année, mais avant ça, en tout cas, les témoignages que j'avais reçus, c'était plutôt en effet la peur de faire son coming out auprès de sa famille, parce qu'en effet, on ne sait pas comment ça va se passer. Généralement, il n'y a aucun moyen de savoir, sauf si on a glissé déjà des choses, des indices. Mais sinon, oui, c'est vraiment pas évident. Vis-à-vis des parents, vis-à-vis des amis, donc Clémentine est au lycée, cette fille aux cheveux bleus l'attend à la sortie du lycée. Là, ça fait comme un choc. Finalement, le rapport aux amis, c'est aussi le rapport, tout bêtement, mais le rapport à la société, c'est le regard de l'autre. Et Clémentine, c'est un peu ça aussi qu'elle doit apprendre. C'est pas uniquement apprendre à accepter ses sentiments, c'est pas non plus essayer de déconstruire finalement tout ça, c'est aussi pouvoir accepter de vivre cette vie-là dans cette société-ci. De toute façon, oui, l'école, c'est sa sphère sociale. Elle a 15 ans, donc c'est ça. Dans le personnage d'Emma, donc la fille aux cheveux bleus, on a un autre type de personnage qui est un personnage qui est plus assumé, elle est plus âgée, visiblement... Le fait qu'elle soit plus âgée ne signifie pas qu'elle peut être forcément plus assumée. Pas forcément, on en reparlera. Mais en tout cas, elle le vit vraiment très bien, enfin visiblement libérée, en tout cas naturelle. Mais aussi, voilà, une position sociale qui est intéressante dans cette libération, mais aussi elle a une vision assez politique finalement de sa sexualité, elle revendique aussi, elle manifeste. Oui. Mais justement dans ce rapport entre Emma et Clémentine, le rapport justement à ses sexualités et donc à cette identité est très intéressante parce que pour le coup, Clémentine, elle est plus dans l'ordre du secret, elle a du mal à... Alors, j'ai pas pris 100 pages de plus pour en parler dans ce livre-là, mais oui, c'était plus une manière d'évoquer, et voilà, j'aurais pu aller plus loin aussi dans ce sujet, mais je l'ai pas fait, d'évoquer le fait qu'en effet, il y avait différentes manières de vivre son orientation, notamment quand on fait partie d'une minorité, en sachant qu'il y a des homosexuels qui continuent d'être torturés, assassinés ailleurs dans le monde, et qu'à un moment, en tout cas, dans sa vie, on est obligé de se poser la question, je pense, de comment on a envie de le vivre pour soi. De manière, en effet, politisée ou plus intime, ou qu'est-ce que notre vie permet. Et donc, c'était juste ouvrir cette porte-là, évoquer qu'il y avait un questionnement ici, qu'il
le privilège hétéro ne donnait pas aux gens hétérosexuels de se réveiller le matin en disant bon bah qu'est-ce que je vais faire de moi-même en tant qu'hétérosexuel, comment je vais vivre le monde de cette manière. C'est donc d'une certaine manière un livre qui est aussi impliqué, enfin qui s'implique dans le débat social, dans le débat politique. Bah, oui, enfin, je crois que c'était inévitable en abordant ce sujet-là de toute manière. Oui. Et même avec le suivant, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui m'intéresse depuis un moment. C'est en effet cette zone de tension qu'il y a entre l'intime et le collectif de manière générale. C'est une espèce de lieu anarchique. Donc pour moi, oui, ça se situait vraiment là comme sujet. Oui, parce que dans Scandalone, donc le suivant, qui est beaucoup plus rouge. Non, mais c'est juste la couverture. Oui, mais on parlera des couleurs après. Mais dans Scandalone, il y a aussi une volonté de s'affranchir des cadres sociaux, d'une certaine manière. Donc c'est l'histoire d'un rocker, on va dire, qui vit un personnage, toujours à la limite, il franchit les limites du scandale. Il y a des pratiques qui font qu'on parle de lui pour ses écarts, on va dire. Mais du coup, il s'emprisonne aussi dans un personnage. Mais on est aussi, alors pour le coup, d'une manière complètement inverse, parce qu'on n'est plus dans l'intime, on est dans vraiment la figure mise en avant, etc. Oui, mais c'est essentiellement raconté à travers sa subjectivité. Donc, il y a quand même une notion d'intime. Voilà, c'est sûr. Merci pour cette précision. Mais on est aussi justement sur ce franchissement des barrières sociales et aussi sur une figure où il y a l'analyse en tout cas d'un personnage en prise avec cette société, la figure du bouc émissaire. Je ne sais pas si on peut faire le lien en tout cas entre ces deux bandes dessinées et ces deux histoires racontées, c'est qu'on a quand même deux histoires qui sont impliquées directement dans des faits de société, ou en tout cas qui peuvent aussi faire sens dans une société. En fait, Scandalone, j'ai commencé à l'écrire, j'étais en pleine réalisation du bleu, donc moi je les vois un peu comme les deux phases d'une même pièce, en quelque sorte. Et oui, c'était en effet raconter de quelle manière. Enfin, il s'agit plus d'ouvrir des portes plutôt que de donner des réponses ou des solutions. Je préfère lever des questionnements. Voilà. Et il s'agissait plus, oui, de donner à montrer l'emprise du collectif aussi sur une individualité, on va dire. Et en effet, il y a toute cette réflexion autour du bouc émissaire, de comment un groupe va chercher à sacrifier une entité désignée comme symbolique et criminelle de quelque chose pour sauver un ordre social qui est perturbé, soi-disant par cette personne. Dans la réalisation, les deux livres sont sont assez différents, à la fois dans le dessin, mais aussi dans le choix des couleurs, puisqu'on a des couleurs assez noir et blanc, sépia, et puis le bleu qui domine tout de même la première, forcément. La seconde, on a quand même un âge plutôt rouge, une partie plutôt rouge, une partie plutôt verte. Non, alors si tu veux, tu l'ouvres, on regarde les pages, mais il n'y a pas de... En fait, chaque séquence a été réalisée sur un papier coloré différent, donc chaque séquence a une ambiance graphique qui est propre à soi, mais... Donc, non, mais il n'y a pas de séquence plus dans une couleur ou une autre. Faut pas chercher forcément à faire des types de parallèles entre deux livres. C'est pas forcément le parallèle que je voulais faire, c'était simplement parler justement du travail graphique, tel que tu l'as réalisé, la différence justement entre ces deux albums. En fait, ce qui m'intéressait là, c'est... je savais dès le départ qu'il fallait travailler à la peinture parce que c'est la vision mentale que j'en avais pour justement essayer de créer un huis clos très étouffé où il n'y a pas d'oxygène, où ça ne respire pas, où on sent déjà assez mal juste d'être dans cet espace-là. Et donc de travailler sur papier coloré à la peinture, c'était ça, c'était de créer vraiment des ambiances asphyxiées, comme ça. Donc il y a une seule séquence qui est à l'aquarelle, qui est sur papier blanc, et donc là, l'important, c'est donner vraiment à la lumière, à la respiration qui se passe dans cette scène. C'est une scène onirique qui n'a rien à voir, on va dire, avec la réalité du reste de l'album. Et parce que c'était vraiment la vision mentale qui s'était imposée à moi, je savais qu'il fallait de la peinture pour ce livre. Donc c'est parti d'une vision, mais du coup, directement traduite en technique. Oui. Oui. Ça m'intéresse cette histoire dans l'espace dans lequel on raconte son histoire.
Et bon, là, vous avez eu la partie la plus hard de l'état des sentiments, parce que c'est quand même tout en huis clos au départ aussi, dans une salle de bain. Donc, c'est difficile quand même de tenir longtemps. Il n'y a pas dans un espace clos comme ça, sur 250 pages, c'est difficile. Mais c'est vrai que on peut rendre compte d'une situation éminemment politique, dans le sens où il y a des dominations quelque part qui se passent, aussi en visualisant dans quel espace ça se passe. Et la statistique, même le choix des mots, c'est-à-dire la palette de vocabulaire qu'on va employer dans un espace donné, elle est également associée à cette couleur. C'est-à-dire que si j'imagine que si on faisait une étude linguistique de ce qui a été lu là, en fait, le nombre de mots est très faible. Il y a très peu de mots, c'est toujours les mêmes, et qui fonctionnent en circulation presque sans air. Ouais, mais c'est important parce qu'il y a des choses qui sont, qu'on imagine purement littéraires ou purement graphiques, mais qui sont aussi des modes de réflexion qui sont d'abord de signification esthétique ou plus large. Ouais. Des remarques complémentaires C'était tellement bien dit. Ouais. Bah justement, passons au roman de Noémie Lefebvre. Voilà, L'état des sentiments à l'âge adulte. Alors Noémie, tu avais ici, pour rester dans le bleu, écrit juste avant l'autoportrait bleu. On en reparlera peut-être un petit peu. Mais c'était une couleur froide, monsieur. Là, oui, c'était plutôt froid, oui. Alors, on est sur un autre type d'émancipation, on est un peu plus avancé dans la vie, et là, on est plus dans une émancipation d'une relation qui semble difficile avec Jean-Luc et la narratrice. On l'a bien entendu dans le texte, avec un double huis clos. Un huis clos très étouffant qui est la première partie qu'on a entendu, un huis clos peut-être plus ouvert dans la maison de Victor Hugo. Alors peut-être qu'on peut parler de la relation entre cette narratrice et Victor Hugo, qui au départ est une relation de travail, on va dire. Ouais, en fait, Victor Hugo, bah, vous connaissez tous, hein. Mais voilà, il se trouve que celui dont je me suis occupée, c'est un vieux, mais qui n'est pas Victor Hugo, il s'appelle comme ça. Mais il est vachement différent parce que, bon, d'abord, il n'est pas écrivain, il n'est pas romancier, c'est un mec qui réparait des machines à laver, c'est vachement différent. Et puis, il est anticolonialiste, alors que Victor Hugo n'avait vraiment pas grand-chose contre les colonies. Il n'est pas très gentil avec le monde, il ne croit pas en beaucoup de choses. Il ne croit surtout pas en l'école et ces trucs-là, il s'en fiche. Puis surtout, il est vachement vieux, il a 93 ans et il va mourir. Donc il est assez détaché. Et moi, ce que je dirais, c'est que cette fille qui est moi, mais qui n'est pas moi, mais quand même une grande partie de moi qui va s'occuper de Victor Hugo, elle n'attend pas l'émancipation de Victor Hugo. Alors là, je le dis tout de suite, pour une émancipation, Victor Hugo, même le vrai, c'est zéro, quoi. Ça ne marche pas. Donc elle n'attend rien du tout, en fait, c'est ça qui est bien. Et elle rencontre ce mec qui est quand même très râleur, qui veut que tout le monde tourne autour de lui, qui est un vieux, quoi, qui est pénible comme des vieux, et qui est jamais content, mais en même temps il est très séducteur, et il a deux nanas qui s'occupent de lui, donc cette fille qui est un peu à la ramasse parce qu'elle vient de se faire moitié violer, qui est établie ce nom par son ex-mec. Et puis une Sénégalaise qui est vachement plus jeune, et puis alors elle a vraiment une vie de merde, vachement plus dure, mais en même temps elle est plus optimiste et pas du tout, elle est pas mélancolique, elle n'a pas de trucs à régler, elle, ce qu'elle veut c'est juste avoir une vie normale en France, arriver à vivre. Et voilà, donc en fait c'est pas vraiment, enfin à la fois on peut dire émancipation, mais ça me gêne un peu parce que c'est pas vraiment ça qui se passe. Parce que moi, au début du roman, je n'étais pas du tout émancipée, mais à la fin non plus, quoi. Dans la mesure où les mêmes choses pèsent sur la vie des nanas de mon genre, quoi. On fait des mauvaises rencontres, après on se retrouve dans des situations où on soigne un peu des mecs, où on essaie de réaliser sa vie et tout, mais on n'en sort pas tellement complètement, quoi.
Donc des solutions non émancipatrices, mais qui sont des vraies solutions de liberté, c'est quand même la pensée. Donc c'est une fille qui marronne, je passe ça comme ça, elle tourne ses idées, elle se débrouille avec ce qu'elle vit pour en faire quelque chose. Et puis elle ne veut pas lâcher cette idée aussi que sa propre conquête, c'est quand même de foutre le camp tout le temps, quoi. Donc elle se tire de chez ce mec et elle est en fuite. Elle va pas. Elle reste chez Victor Hugo tout de même. Ouais, elle y reste, mais à la fin elle part aussi. De toute façon, il est mort. Mais en plus, elle n'a pas envie de rester. C'est lui qui part en fait. Ouais, mais elle n'a pas non plus un attachement. Elle est attachée à ce mec et tout, mais on voit bien que ça va pas être sa vie, quoi. Et elle est quand même en fuite tout le temps dans des situations. Elle sait très bien qu'elle va rien changer. Dans l'autre personnage intéressant dans ce huis clos, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, ils sont tous intéressants d'ailleurs, c'est Mariama, parce que Mariama, quelque part, c'est celle qui fait le même boulot qu'elle, mais qui dicte ses règles. Elle impose à Victor Hugo. Mariama, elle est totalement immorale, elle s'en fout de la moralité, elle fait son job, elle le fait bien. Elle n'est pas du tout dans le pathos catho et tout ça, parce que d'abord, elle n'est pas catholique, elle vient de Sénégal, elle parle wolof. Elle n'est pas dans ces trucs plein de pathos qui remplissent ma tête comme moi. Et elle s'en laisse. Elle est efficace. Par exemple, si elle. En fait, il faut savoir, il y en a qui bossent dans le social, sûrement parmi vous, mais il y a des horaires, quoi. C'est réglé comme ça. Donc il y a le 5 à 8 et puis il y a le 11 à 13. Donc, le 11 à 15. Donc, elles se partagent les horaires, les deux filles. Avec Victor Hugo, il y en a une qui fait le 11 à 15, puis l'autre qui fait le 5 à 8. Bon, Mariama, 5 à 8, ça peut être n'importe quand dans la journée. Quand elle estime qu'elle a fini, elle dit j'ai fini mon 5 à 8. Et tu vas pas m'emmerder, là j'ai fini, tu t'arrêtes. Alors que moi, je suis là, je laisse traîner, j'ai aucune conscience de classe, ni aucune conscience de mon boulot et tout. S'il faut rester plus et tout, je suis gentille, je reste. Mariama, elle n'est pas comme ça. Donc, même quand Victor Hugo il va crever à la fin et tout à l'hôpital, voilà, il a des perfusions partout et tout, on pourrait se dire putain elle va pleurer et tout, elle dit non, j'ai fini mon 5 à 8, ciao, et elle s'en va, quoi. Donc elle est comme ça, elle est un peu dure, mais en même temps elle est vachement efficace parce qu'elle fait des trucs avec une vraie conscience et un attachement aux autres, mais qui ne déborde pas, qui lui nuit pas, qui est plutôt positif, qui la fait avancer. Après, c'est ça aussi, la narratrice a une telle empathie qu'elle essaie de comprendre aussi la position de chacun. Elle est traversée par les émotions. Les filles, c'est nul. Et c'est très bien dit dans ce livre sur justement le travail social, essayer de la barrière qu'on peut avoir dans le travail entre vie professionnelle et vie privée. Quand on est dans ce travail directement avec un autre corps, avec une autre personne, là, Mariama, sa règle, c'est de dire la règle, c'est moi qui l'impose, je suis comme ça, alors que la narratrice, c'est plutôt l'inverse. Ouais, en même temps, elles ne sont pas professionnelles ni l'une ni l'autre, hein, dans la mesure où elles ont quand même beaucoup d'affect et puis elles fonctionnent de manière assez olé-olé, quoi. C'est pas très bien cadré. Mais il y a une chose en fait, on sent bien les deux trajectoires sociales qui se croisent. Et Mariama, elle veut un boulot en France, elle est contente parce qu'elle en a un. C'est chez ce mec-là parce que les Sénégalais ils pensent que bosser avec Victor Hugo c'est mieux qu'avec n'importe qui, c'est là qu'elle va bosser. Et puis elle défend ce qu'elle a, mais elle est très, très matérielle, elle n'est pas dans un imaginaire, tout ça. Et alors que l'autre, la trajectoire, c'est quand même une trajectoire de déqualification sociale du point de vue de ses diplômes, et dont elle est obligée de faire quelque chose d'intelligent. Alors souvent, ces formes de déqualification, elles sont quand même globalement plutôt mal vécues par tout le monde. Mais en fait, elle, ça lui permet d'essayer de reconsidérer la question de la valeur, comment on crée de la valeur, comment on décide que les choses ont une valeur ou pas. Et tout le truc de ce roman, c'est aussi de resituer la valeur, pour parler comme des économistes que je fréquente peu. Mais c'est où est la valeur, comment elle se définit, c'est la valeur d'échange, la valeur d'usage, c'est tous ces machins-là. Et donc, parfois c'est des détails. Et la valeur morale aussi, avec le Christ qui se balade de temps en temps dans le bouquin.
Ouais, alors lui, c'est un peu, c'est la figure, le Christ. Bon, c'est parce que le Christ, c'est notre calendrier. Alors, c'est une manière de régler le temps, parler de lui. Et puis, c'est aussi une figure. Bon, moi, je suis habituée, j'ai grandi avec parce que c'était la religion de mes parents, donc c'est facile à utiliser pour moi plus que d'autres trucs. Mais c'est aussi la figure de qu'est-ce qui va nous sauver, quoi. Bon, les sauveurs, il y a les pompiers, il y a le Christ, il y a 2-3 trucs comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, les éléphants. Alors ça, c'est la poésie, en fait. Juste à signaler le passage que vous avez entendu sur l'éléphant, c'est du copier-coller du contraint de la poésie, qui est une idée de la liberté et de la résistance politique, qui va assez bien aux postures dominées, puisque en fait la liberté dans ces postures-là, ça ne peut être que sortir de prison, sortir, fuir. Après, quand on voit cette figure de Jean-Luc, parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que grosso modo, ce livre se passe sur une journée. Ça se chamboule dès le début de l'histoire jusqu'à la fin, avec cette narratrice qui essaie de faire quand même son travail. En même temps, vu ce qui s'est passé en début de journée, c'est difficile, et donc du coup, ça revient régulièrement, sa relation à son mari ou son ex-mari. Mais en même temps, c'est une fuite, mais en même temps, c'est une force, c'est la force de la fuite. Elle a réussi, enfin, en tout cas, elle part effectivement travailler, mais elle essaie de se détacher aussi, au fur et à mesure de cette histoire, et notamment dans son dialogue avec Victor Hugo, autant qu'avec Mariama, et des discussions qui se passent avec elle-même, qui l'aident justement dans ce détachement, j'ai l'impression. Ouais. Elle se détache, mais elle ne se raconte pas non plus des trucs genre ça y est, je suis sortie, quoi. Non, c'est ça qu'on voit, c'est extrêmement difficile, parce que les émotions et les sentiments sont toujours là. Non, c'est-à-dire que, en fait, ce qui m'intéressait aussi de voir là, pour revenir à cette thématique de l'émancipation, c'est que, bon, moi, quand j'avais 20 ans, c'était les années les plus grandes du monde, c'est 80 et tout, les femmes qui s'émancipent, elles ont un super boulot dans une super boîte, elles ont 2 enfants qui font du judo, de la piscine, des tas de trucs, un mari qui bosse comme un dingue, et puis elles ont des journées de fou. C'était ça le modèle de l'émancipation des nanas. Donc, moi, là, je voulais trouver un truc qui est... Alors, le boulot torché depuis le début, c'est comme un boulot de fille en général, donc qui n'est pas super bien connoté. Et moi, je voulais renverser ces trucs. C'est-à-dire, pas pour dire c'est vachement bien de faire ça, mais juste pour dire, mais qu'est-ce que ça signifie, ce qu'on fait, quoi. Et en fait, pourquoi c'est déqualifié ça? C'est-à-dire que, pourquoi c'est plus qualifié de faire des cours de droit à Sciences Po que de s'occuper d'un vieux correctement, avec respect de la personne et amitié, et en prenant un risque de rencontre, de mise en cause, etc. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que quand je suis allée chez Victor Hugo, je ne savais pas ce que j'allais... J'étais pas encore assez constituée comme un professionnel social, et du coup, ce mec, il m'a vraiment obligée à bouger. Et puis Mariama, pareil, j'étais obligée de me dire, tiens, c'est de la vie, ce qui se passe là, c'est pas un boulot, c'est de la vie. Et pas laisser passer ça, parce que ce que ce Jean-Luc qui m'a fait, c'est qu'il m'a fait croire, il a voulu me maintenir dans une idée d'une trajectoire sociale où il n'y a pas beaucoup de vie quand même. Donc voilà, c'est ça que je viens chercher, et c'est un vrai... alors moi, par exemple, pour parler des histoires de la vie et tout, moi je comprenais pas, par exemple, les mecs, les homos, je voyais pas pourquoi ils voulaient... il y avait toute une partie de ce qui occupait les mecs homos que je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ils vont chercher des positions hyper dominées, parce que les filles, quand même, on en bat 10 fois plus, alors que les mecs... pourquoi ils aiment ça, pourquoi ils aiment cet univers des femmes, quoi. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que aussi, c'est vachement puissant, puis c'est réservé, et puis les postures dominantes ne sont pas forcément les postures les plus enviables. Et ces renversements-là, bah, pourquoi les vieux, ils sont moins sexy, quoi. À un moment,
Mariama, presque, elle couche avec le Dieu, quoi. Mais c'est pas... Y a pas On n'a presque envie qu'il y ait une histoire d'amour entre eux. Ouais, ça va, ils sont bien ensemble, c'est un beau vieillard et tout, et il se passe rien de... Enfin, j'en sais rien, il s'est peut-être passé des trucs seulement le faire de soi, mais moi j'ai pas... Voilà, c'est pas mes affaires, mais voilà, ils ont une relation... Ils ont une relation vachement proche et vachement sexuelle aussi, et voilà, il n'y a pas... Je vois pas où est le problème, mais socialement, c'est pas super bien vu, quoi, ou alors il faudra en faire un truc spécifique, voilà, ça devient un fait divers, machin. D'ailleurs, il y a un moment, on va parler un peu de la forme avant de débattre à trois, et puis ensuite à je ne sais combien. Mais il y a un moment comme ça assez marrant, c'est quand on voit le parcours finalement de cette femme qui a travaillé dans la culture et maintenant qui finit dans le social. Mais travailler dans la culture, c'était quoi? C'était répondre au téléphone. Et quelque part, c'était plus valorisant finalement de bosser pour le ministère de la Culture avec la musique de Vivaldi que de torcher le QDB. Ouais, en fait, là j'ai un peu triché pour le roman parce que j'ai effectivement travaillé à la culture, mais je faisais pas passer du Vivaldi au téléphone, mais je faisais des trucs intellectuellement beaucoup plus intéressants, mais bien plus mal payés encore que les standardistes. Et voilà, donc le problème, c'est le secteur culturel, quoi. C'est vachement bien, heureusement qu'il y a un secteur culturel et tout ça, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais juste ça a vraiment rien du tout à voir avec une autre posture qui est celle de l'art, de production artistique et de la création. Ça a juste rien à voir, c'est l'administration culturelle, c'est un autre monde. Donc voilà, c'était aussi dire c'est un secteur d'activité, et puis les gens, des fois, ils travaillent dans la culture, quoi, mais ça fait rien du tout, travailler dans la culture, ça fait pas... C'est pas un mec qui est peintre, il dit pas je travaille dans la culture, il dit je suis peintre. Voilà. Donc les gens qui travaillent dans la culture, ils disent je travaille dans la culture. C'est deux mondes différents, entièrement différents. Et voilà, moi j'aime bien qu'on dise les choses comme elles sont, que les ministres de la culture, ils parlent de la culture, ils parlent pas de l'art. Et l'art, c'est autre chose. Et il y a de l'administration culturelle qui s'occupe de l'art. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire après. C'est la médiation entre l'œuvre et le public à la base, mais c'est devenu un secteur d'activité en soi. Pour parler de la forme... Mais attends, tu dis ça comme ça, mais c'est politique. Hein. C'est pas juste... C'est politique, ça veut dire qu'on ne peut pas faire certaines choses parce que c'est pensé comme ça. Et que tant que c'est pensé comme ça, et qu'on parle de culture avec le ministère de la Culture, on ne peut pas penser à la culture, et on ne peut pas réfléchir à ce que c'est rapport entre culture et anthropologie, parce que ça devient un mot qui correspond à ministère. Donc c'est aussi ça que je veux casser dans le livre, c'est-à-dire il y a une façon de parler qui est du politique et qui doit être dite quelque part, je ne sais pas comment, mais dire juste... je bosse à la culture et je fais passer du Vivaldi dans le téléphone, ça veut dire que Vivaldi, le pauvre, quoi. Parce que Vivaldi, c'est pas ce qu'il voulait que sa musique, elle passe dans un téléphone. C'est pas le téléphone, peut-être qu'il aurait bien aimé. Aller au parking ici, dans les parkings maintenant, dans le métro, à Lyon et tout, on entend de la musique. Mais merde, quoi, un peu de silence. C'est-à-dire, il y a un moment où c'est pas respectueux d'envoyer du Vivaldi à la gueule des gens par téléphone, c'est pas de la culture. Et d'ailleurs, c'est le point commun aussi entre vos œuvres, c'est que justement, dans ton roman, notamment celui-là, celui dont on parle, tout ce qui est données historiques, sociales, analyse de la société, assez critique, voire complètement grinçante, intègre complètement le récit. Et donc on est aussi dans une prise directe, en tout cas une position aussi, vis-à-vis de la société. Et là on l'avait entendu par rapport au ministère de la Culture, mais il y a un geste poétique aussi dans cette écriture. Bah, écoute, moi j'ai pas encore regardé tes deux livres, mais je crois qu'il y a un truc en tout cas qui a l'air de nous intéresser l'une et l'autre, c'est que le politique, c'est pas seulement l'État ou les agricultures ou des décisions, c'est vraiment incorporé, c'est-à-dire c'est dans le corps à corps, et pas seulement dans des positions. Alors là, bien sûr, c'est facile, Jean-Luc il est dessus, moi je suis dessous, d'accord, ok, je ramasse, mais il y a d'autres choses, c'est pas que ça, c'est aussi la forme, c'est aussi la manière de parler, c'est aussi le droit de dire certaines choses dans certains lieux, dans certains endroits, etc. Et c'est vrai que quand on change d'espace entre elle, avec son Jean-Luc, qui l'emprisonne dans sa propre parole, sa manière de voir,
Et puis, son arrivée chez Victor Hugo, où les espaces de parole sont démultipliés, c'est-à-dire on peut commencer à voir la puissance de chaque phrase qui emporte vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire que c'est là où est l'émancipation, à mon sens, et c'est peut-être ça aussi une rencontre homosexuelle qui est difficile au départ, mais c'est aussi un moment où s'ouvrent des trucs qui étaient complètement verrouillés avant, on s'en apercevait pas trop, on vivait avec, et tout d'un coup, là, il se passe un truc qui nous envoie, qui nous met un peu en danger, mais qui nous envoie dans des poétiques complètement non prévues et qui sont politiques dans le sens où elles viennent transgresser des situations. Julie, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Ouais, j'ai vraiment pas ta prestance en fait. Bah, tu peux le dire avec tes mots, c'est pas grave. Non, mais je bois tes paroles, vraiment. Non, tu m'as prise de court en plus, là, je sais plus quoi dire. Bah alors, juste pour répondre, dans les deux cas, on voit aussi une place importante à la violence. Cette émancipation se passe dans la violence. Alors il y a la violence sociale, voilà, mais en tout cas, ce moment d'émancipation, alors la violence des parents par exemple, qui jettent dehors leurs filles, etc., mais la violence aussi de Jean-Luc qui refuse le changement et puis également la narratrice qui doit s'arracher de cette vie passée. Enfin, je ne sais pas si c'est concomitant, mais en tout cas, là, dans vos histoires, dans les histoires que vous racontez. Là, les parents sont dehors. Tu peux raconter comment ça se passe? Elle leur apprend ou elle... Non, il y a une scène où en fait, on a une des deux qui, au milieu de la nuit, descend chercher un verre à la cuisine, et en fait, la mère a des insomnies, donc elle est dans un coin du salon. Et donc elle tilte en fait de ce qui se passe, et donc ça crée une scène de violence où elle réveille le père, ils veulent mettre les filles dehors. Mais c'est des choses qui arrivent réellement. Ça se passe pas toujours comme ça, hein. Je trouve que personne, mais ça arrive. Peut-être ouais, ça va aussi avec la prise de je pense conscience. Mais de toute façon, il me semble que quand on parle d'émancipation, c'est pas quelque chose qui se fait de manière douce, ouais. Voilà. Donc je pense que ça fait partie de toute manière de l'action que ça enclenche. Peut-être pas non plus de la violence avec un grand V, quoi, mais il y a quand même une tension, quelque chose. Oui, puis il y a un arrachement. On voilà, doit quitter l'habitude. Un déchirement. Voilà. Alors, une question qui t'est concernée, c'était concernant ton écriture. J'ai oublié d'en parler, mais tu as une écriture assez, je ne sais pas si ça se dit, mais spiralique. Ça fait des boucles. Ouais, c'est des volutes. Ça va très bien avec l'état d'esprit de la narratrice qui est complètement chamboulée, qui subit plein de choses, qui est chamboulée aussi par toutes les émotions qu'elle traverse. C'est une écriture qu'on retrouve néanmoins dans le bouquin précédent. Tu t'es un peu émancipé finalement des manières de raconter traditionnelles du roman. Tu as inventé une langue. Émancipé, j'en sais rien parce que j'ai pas écrit d'autres romans, donc j'ai jamais écrit des romans à la façon qu'il faut. Donc, je sais pas ce que c'est. Non, c'est une manière de dire que c'est une invention de langue. Ouais, enfin. Il y a certaines manières de dire ou certaines manières de penser peuvent pas fonctionner en disant juste ouais, tu vois ce que je veux dire. Ça, on peut le faire comme ça à l'oral et ça marche parce qu'il y a le ton, parce qu'il y a plein de trucs. Mais par l'écrit, si on veut faire le ouais, tu vois ce que je veux dire, il faut fabriquer quelque chose qui précise vraiment dans la phrase elle-même exactement ce qu'on veut dire. Et en fait, c'est vrai que moi, pour me situer dans un champ littéraire, pour dire un truc un peu comme ça, perché, c'est vrai que j'aime bien les courants de conscience, j'aime bien James Joyce, j'aime bien Virginia Woolf, parce que voilà, on commence, on est tout de suite dans la tête de quelqu'un, donc déjà, moi, ça m'enlève beaucoup de boulot, parce qu'on n'a pas besoin de raconter comment est son nez, ses oreilles, s'il est grand, s'il est petit, s'il est bien habillé, tout ça. On commence direct avec la tête, ce qu'il y a dedans. Donc on est débarrassé de toute la description qui vraiment, moi, me saoule, quoi. Je déteste ça. Raconter la gueule des gens, j'adore les gens, hein, mais j'aime pas raconter la tête qu'ils ont. Donc rentrer directement, un peu Kafka aussi, il fait ça, il raconte pas. Ouais, c'est même pas, je décris pas, je suis pas descriptive du tout. Les seules choses qui m'intéressent de décrire, c'est un peu des fois des passages d'avions, des cars qui se vident, ou des choses comme ça, mais voilà, urbain, j'aime bien les paysages urbains, mais
Mais décrire les gens, j'aime bien décrire leurs gestes, leurs manies, ce qu'ils font et tout, mais j'aime pas décrire leur tête, la tête qu'ils ont, leurs photos. Je suis pas bonne à ça en fait, je crois. En fait, je m'ennuie quand je lis ça, même chez les autres, même quand c'est vachement bien fait et tout, ça m'ennuie. Voilà, donc ça c'est par défaut, disons que j'écris comme ça pour pas avoir à raconter la gueule des gens. Et puis, sinon, c'est aussi... après, on va chercher pourquoi on écrit. Alors, voilà, parce que la manière de faire, c'est aussi pourquoi on écrit. Moi j'écris comme ça parce que, évidemment, que en interaction comme ça, à table avec des gens ou avec des proches et tout, on ne peut pas faire ça. Or, on ne peut pas faire ça alors que tout le monde pense tout le temps, on n'arrête pas, enfin, sauf à des moments où vraiment on a pris des trucs pour s'empêcher de penser, mais globalement, on pense à peu près tout le temps des choses dans la vie, et même quand on se tait, on pense quand même des trucs. Et moi j'aime bien, justement, parce que je ne peux pas toujours dire à tout le monde tout ce que je pense, pas seulement parce que ce serait blessant, mais aussi parce que ce serait chiant. Il faut aussi que j'arrive à recréer ce lien que je fais, qui est explicatif en fait, qui est l'explication par le déroulement de la pensée qui évolue. C'est-à-dire que c'est une action, la pensée c'est pas de l'intelligence sur des choses, c'est une action, la pensée, et j'aime bien ce mouvement de la pensée comme en action, comme ça, qui mouline des trucs, qui réfléchit plus loin. Donc, par exemple, dans le roman, à un moment donné, comme je suis quand même un peu poltronne, je dois aller à l'hôpital voir Victor Hugo qui vient de se casser la gueule et puis qui est en mauvaise santé. Et en fait, sur le trajet, j'ai un peu la frousse, donc je m'arrête en cours de trajet, je m'arrête devant le jardin des plantes. Alors on pourrait se dire, il se passe rien au jardin des plantes, mais en fait, il se passe un truc, c'est que en se baladant dans le jardin des plantes, on rencontre quoi? On rencontre des kangourous. Et là, je peux commencer à mouliner sur les kangourous, ça m'évite de mouliner sur autre chose. Et puis, et sur les... Ouais, mais c'est aussi essayer de comprendre, tiens, il y a peut-être un langage kangourou qui se passe ici, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et les enfants font beaucoup de moulinets comme ça, tout seuls, de manière moins policée que les adultes. Mais quand on est en crise, on le fait aussi un peu plus. Voilà, donc l'écriture, elle vient chercher ça pour réparer les silences qu'on se crée quand on ne veut plus entendre trop cette pensée en action constante. Alors voilà, j'allais justement ouvrir les questions à la salle. J'imagine qu'il y a des questions, des réactions, des commentaires. Il y a un micro qui va circuler, normalement, pour vous permettre de poser vos questions. Moi j'ai envie de dire un truc en attendant, c'est que quand on écrit aussi, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est comme, on sait ce qu'on fabrique, mais là c'est toutes les rationalisations a posteriori, quoi. Quand je commence un paragraphe, je me dis pas ouais, parce que je vais faire comme ça, pour ça. Je le fais parce que je le fais. Puis après je me dis oui, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, je pense quand on dessine un truc aussi, je pense qu'on n'a pas tout. On va voir où ça nous emmène. Hein. On avait une question là-bas. Ah oui, mais voilà. Vous aviez une question ? Là-bas ? Pas de question. Bon, on est en termes d'émancipation. Oui, vas-y, j'avais une question à Julie, en fait, par rapport à Scandalum. On sait que Tazan est un bouc émissaire, mais on ne sait pas vraiment pourquoi elle est devenue comme ça. Pourquoi elle a été prise autant dans ce personnage qu'il est devenu, en fait, au fur et à mesure. On sait que ça le dérange que les gens... pas lui obéissent, mais presque fassent ce que lui il veut qu'ils fassent. Et ça le dérange que les gens répondent à sa demande. Mais on n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi il en est arrivé là. Est-ce que vous avez une réponse ou est-ce que ça restera un peu il devient bouc émissaire à partir du moment où il y a cette rumeur du viol qu'il a commis. Donc il y a un interdit social qui est enfreint. Et
donc en effet, il y a le collectif qui voilà, plonge sur lui pour ça. Il devient bouc émissaire. À partir de ce moment-là, il n'est pas bouc émissaire. Tu vois, de manière antérieure dans le récit, en fait, c'est ce qui déclenche la réaction collective de se jeter sur lui et d'un sacrifice symbolique de cette personne. Autre question? Oui. Alors moi j'ai une question aussi pour Julie. Par rapport dans Le bleu est une couleur chaude, il y a quelque chose qui m'a marqué par rapport, bon je vais un peu spoiler l'histoire évidemment, quand Emma meurt. Quand Emma apprend que Clémentine l'a trompée avec un homme et qu'elle la fout dehors très violemment. Ma question c'était justement est-ce que tu trouves pas que justement au début c'est Emma qui reproche à Clémentine d'avoir des idées préconçues, d'être un peu intolérante et tout, d'être fermée d'esprit, et on a l'impression que Emma, ce qui la met encore plus en colère, c'est que ça soit un homme avec qui Clémentine la trompe, et que c'est vrai que c'est une question qu'on pose pas mal aux lesbiennes. Vous n'avez pas peur que genre être avec une fille et qu'elle parte avec un homme? Enfin moi on me l'a souvent posé comme question. Et donc je sais pas, je me demandais si t'avais réfléchi par rapport à ça. Est-ce que c'était exprès ou pas que ça soit justement un homme avec qui elle la trompe ou pas? Alors déjà moi en fait dans ma manière de construire mes personnages c'est un peu schizophrène parce que c'est un peu comme un travail d'acteur de plutôt s'oublier et de laisser ces personnages venir nous habiter pour pouvoir mieux les retranscrire. Donc en fait tout mon processus de création autour de ces deux personnages-là, elles avaient toutes les deux des personnalités préétablies et face à des événements qui leur arrivaient dans leur vie ou des réactions d'autres personnages, forcément l'une avec telle personnalité elle allait plutôt réagir de cette manière-là et de dire ces mots-là, et l'autre derrière allait plutôt fonctionner comme ci, comme ça, blablabla. Et donc du coup il ne s'agissait pas de dire de manière générale forcément ça pose un problème à toutes les lesbiennes parce qu'Emma elle réagit comme ça. C'est juste Emma dans sa personnalité à elle et de son vécu et de qui elle est qui a cette réaction épidermique du fait qu'en effet ce soit un homme. Mais là comme ça, de ce dont je me souviens du personnage de Clémentine, je pense que c'est quelqu'un qui réagirait pas comme ça par exemple, tu vois. Donc ouais, j'avais pas spécialement cherché à soulever cette question-là, mais comme tu l'as dit, c'est une question qui est assez récurrente chez les lesbiennes, mais j'ai pas d'idées préconçues ou il n'y avait pas d'envie spécifique à travers cette séquence-là en tout cas pour apporter une notion plus qu'une autre. Encore une fois, Clémentine aurait réagi différemment. Mais en effet, tu as mis le doigt dessus. Voilà, Emma, elle, c'est quelque chose qui, elle n'arrive pas à gérer ça émotionnellement. J'espère que j'ai répondu à peu près. Ouais. Quelqu'un d'autre pour une question? Moi j'avais une question, c'est par rapport, on est en termes d'émancipation, il y a aussi l'émancipation par rapport à un premier livre, un premier texte, une première œuvre. Comment on crée, comment on continue en fait cette écriture, comment on continue à dessiner. Alors tu disais que Scandalon c'est venu en même temps que Le Bleu, en même temps que réaliser Le Bleu. Mais voilà, quand on a sorti un premier livre, est-ce qu'il n'y a pas un moment comme ça difficile à gérer parce qu'on a peut-être l'impression de refaire la même chose Enfin voilà, comment on gère ce numéro 2? Moi j'ai vraiment fait un gros postpartum, donc ça a été super trash en fait. De terminer, je ne sais pas toi, mais terminer mon premier livre, je l'ai accouché de différentes manières. Et ça m'a vraiment retourné la tête. Donc j'en ai chié, j'ai perdu beaucoup de choses à cette période-là de ma vie. Mais j'en ai fait un autre derrière, et sans cachet, sans psy, et tout va bien. C'est moins cher du coup. C'était moins cher. Et plus serein, oui. Et Noémie? Ouais, je sais pas. En fait, le truc, c'est est-ce qu'on est censé produire un livre tous les 2 ans? Voilà, est-ce que les femmes sont censées avoir 2 enfants, 4, 6 voilà, c'est un peu une question de... moi, si j'ai un truc à écrire, je l'écris.
fois j'ai du mal à trouver comment et tout ça, mais parfois je peux aussi écrire un truc que je ne publierai pas. C'est toujours difficile, mais il n'y a pas un livre qui empêche de faire le suivant. Chaque livre fabrique un truc différent, et puis... Ouais, mais quand il y a un aboutissement, enfin, c'est ce que je me disais, c'est des fois c'est difficile de se dire, ben voilà, on a fini un truc. Il paraît il paraît que pour les éditeurs, la question du deuxième livre se pose plus, c'est-à-dire que si tu passes au deuxième livre, c'est que ça va, quoi. Enfin, que ça va, c'est que ça y est, tu fais partie des gens qui sont des écrivains. Mais bon, ça veut rien dire. Puis il y a des gens qui écrivent qu'un seul livre sublime. Je sais pas. Ce qui me semble, c'est que si on n'a rien à dire, il vaut mieux arrêter, parce que sinon ça fait vraiment beaucoup de monde sur les tables de librairie, puis pas mal de trucs pas bien. Voilà, après. D'autres commentaires? Ah, Yann. Bon, je vais reposer à nouveau une question parce qu'à côté de moi, on n'ose pas la poser. L'émancipation. Plus, on va dire, bon, ça va être très polémique. Alors évidemment, ma question pour Julie, c'est comment tu vis actuellement l'histoire autour de la vie d'Adèle, effectivement, parce que, bon, moi, je vais parler peut-être pour beaucoup de gens ici pour dire que... moi, en tout cas, je remercie énormément pour la BD que tu as faite, déjà, parce que vraiment, ça m'a énormément touchée, que je peux pas la lire sans pleurer, évidemment, parce que elle est vraiment, vraiment magnifique. Et j'étais comme beaucoup, j'attendais beaucoup la sortie du film, évidemment. J'ai eu la chance de le voir en juin, en étant invitée par une association qui avait donné des figurants et tout pour le film. Et... mais bon, moi je vais dire juste que moi personnellement j'étais très déçue du film, oui. Et ma question c'est, toi, comment est-ce que tu as vécu j'imagine que on t'a déjà interviewé là-dessus, mais comment tu as vécu le lien, parce que tu disais que on t'avait pas vraiment demandé ton avis pour le film, ou comment ça s'était passé avec le réalisateur, et comment aujourd'hui tu vis les scandales entre guillemets qui se passent autour du film, et qui fait qu'on met un peu ta BD à la trappe, quoi. Et alors que moi je trouve que c'est le plus important, moi je trouve que c'est le meilleur, quoi. Mais bon, après c'est voilà, moi c'est mon avis. Je dis allez voir quand même le film, hein. Faites-vous ça donne vachement. Faites-vous votre propre idée, hein, mais moi c'était surtout, voilà, comment est-ce que toi tu as vécu le lien avec la réalisation du film, et comment tu le vis maintenant que le film va sortir. En fait, j'ai publié une tribune en ligne le lendemain de la Palme. En fait, ça répond un peu à tout ce que tu viens de dire. Moi, ma position, elle n'a pas évolué depuis cette publication que j'ai mis sur mon blog, donc qui n'est pas au courant est invité à aller la lire. Je vais la reparaphraser là maintenant de manière peut-être moins habile, mais donc moi ce que je disais, c'est que le bleu, déjà je l'ai vraiment accouché plusieurs fois, quoi. J'ai commencé à l'écrire il y a bientôt 10 ans, si tu veux. J'en avais 19. Ça a représenté 5 ans de ma vie jusqu'à ce qu'il soit enfin sorti, publié, etc. D'où après mon gros postpartum, genre je ne sais plus qui je suis, ni ce que je veux, ni quoi faire de ma vie, voilà. Et donc après on a fait en plus d'1 an de promo, où j'ai été partout où on m'a demandé d'aller pour aller répondre derrière des micros, sur des plateaux télé, pas possible, et en séance de dédicace. Donc j'ai beaucoup dessiné avec mon cinéma aussi après. Donc Abdelatif m'a abordé après tout ça, où moi j'étais en plein burn-out, où j'avais dit, il y avait eu le prix d'Angoulême en 2011, j'en peux plus, quoi. On arrête, je suis en train d'essayer de me consacrer au deuxième pleinement, parce que donc il est en écriture déjà depuis 3 ans et j'arrivais pas à m'y mettre. Et donc Abdelatif m'a abordé à ce moment-là. Donc moi, quand il est arrivé dans ma vie, si tu veux, j'ai dit bon bah écoute, t'as l'air chouette, j'adore tes films, je te fais confiance, tiens, vas-y aussi, bon courage, salut. C'est plutôt ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de me consacrer vraiment à ce qui m'intéressait, c'était faire des livres. Et que je savais que de toute manière, et donc c'est ce que j'explique dans la tribune, dès l'instant où je donne quelque chose à lire, je perds le contrôle dessus. Voilà, tout le monde va s'identifier, le lire,
interpréter ça d'une manière ou d'une autre, et j'ai aucune emprise là-dessus. Je perds complètement le contrôle sur l'œuvre que j'ai créée dès l'instant où c'est véhiculé publiquement. Et donc voilà, pour moi, il avait fait le même processus de lecteur que n'importe quelle autre personne, sauf qu'il allait en faire quelque chose de plus, c'est-à-dire un film. Et moi, je le vois plus comme deux visions d'une même histoire à la base, quoi. La sienne et la mienne. Mais là, actuellement, je t'avoue que juste, j'étais focalisée sur mon livre. En fait, j'étais en plein bouclage de Scandalone quand il y a eu la palme et après le reste. Donc, j'avais vraiment pas le temps et l'énergie de m'en occuper, et je préférais pas m'impliquer dans, en effet, tout ce qui se disait. Et je sais pas si je peux donner plus d'infos que celle-ci, là, si c'est clair, mais j'en étais déjà, si tu veux, étrangère dès le départ. C'était pas mon projet, c'était pas mon film. Mais oui, après, voilà, ma position reste celle que j'ai mise dans ma tribune. Ça n'a pas évolué. Une dernière question. Oui, j'avais une dernière question pour Julie. Que ce soit Le Bleu, que ce soit Scandalone, ça traite beaucoup de l'image du regard, des corps, des mains, de la réaction aussi, mais il y a beaucoup dans les deux bandes dessinées, il y a beaucoup d'images où il n'y a pas forcément de paroles. Et tout se comprend avec un enchaînement d'images sans forcément qu'il y ait besoin de parler. Est-ce que, je ne sais pas du tout vos projets, mais est-ce que vous allez faire une bande dessinée, ou est-ce que vous pouvez le concevoir, qui soit simplement de l'image sans forcément passer par la parole? Parce que pour le coup, il y a beaucoup de scènes, effectivement, il n'y a pas besoin de dire les choses en fait. Tout se comprend dans la façon que vous avez de retranscrire les expressions du visage. Et c'est récurrent quand même dans vos deux albums. Et est-ce que vous allez faire une BD que là-dessus ou pas? C'est pas du tout envisagé, mais ça s'est imposé à moi de cette manière-là, tu vois, à chaque fois que j'ai fait les séquences en question. Mais il y a aussi des choses que le texte dit que l'image ne pourra jamais dire. Et comme il y a des choses que la musique dira que des mots ne pourront jamais dire, etc. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse quand même dans la bande dessinée, c'est de réussir, en fait, comment dire, le texte et l'image, l'idée, c'est que ça puisse se compléter pour aller vers un but commun, de l'information que tu essaies de transmettre, de la sensation à véhiculer. Donc je ne me vois pas me passer du texte, je crois que c'est quand même trop important dans moi, ma construction cérébrale. Donc ça serait plus des séquences, tu vois, mais le texte reste important, je pense, pour ma propre vision. Noémie, question subsidiaire. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit de travailler sur d'autres types de formes? Parce qu'il y a certains écrivains qui travaillent comme ça aussi en tant que scénariste pour de la BD ou du cinéma ou autre. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te beauté? Si t'as un truc à me proposer. Ouais, moi j'aime vachement la scène. Voilà, j'en sais rien. Si c'est avec une bande de gens que j'aime bien, et on peut très bien imaginer quelque chose comme ça. J'aime bien les dialogues, mais je trouve que c'est... Enfin, j'ai pas assez envie de faire ça pour dire bon, je veux faire un scénario de film, je veux monter une pièce de théâtre, et puis je vais essayer de... J'ai pas l'énergie en fait, et puis je vais remettre du monde et tout. Mais si, voilà, si je trouve que ça va... parce que moi, j'ai pas une vie d'écrivain du tout, hein, c'est pas du tout comme ça. J'ai 4 gamins, je suis toute seule, j'ai un boulot, j'ai plein de trucs, donc j'écris, mais je peux pas faire le tour du monde pour essayer de trouver des potes pour faire des trucs. Alors, des fois, j'en rencontre et tout, mais c'est pas... comment dire, c'est aussi... on fabrique aussi ce qu'on peut fabriquer, quoi. Et à l'endroit où on est, bon, ben, moi, en ce moment, je peux pas le fabriquer, et si se trouve que dans mon quartier, il y a 2-3 mecs qui ont envie de faire une super pièce sur un sujet qui m'intéresse, je viens bosser avec eux. Merci Julie, merci Noémie, merci à vous tous pour cette...